charmante. Tais-toi, tu m'affales. Décide de là, Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Tout le monde connaît cette chanson, extraite de l'opérette Dédé, composée par Henri Christinet en 1921. Christinet, musicien amateur, doué d'un sens inné des refrains, qui allait faire de lui un roi du théâtre parisien. On rencontre souvent dans l'histoire de l'opérette ce genre de petits maîtres. On y croise aussi de grands compositeurs venus se distraire en composant une œuvre légère, tel Emmanuel Chabrier avec l'Étoile en 1878. ce fauteuil qui n'a l'air de rien vous semble un fauteuil ordinaire. Eh bien mon cher, écoutez bien, c'est un fauteuil extraordinaire. D'abord il ne dit rien aux yeux, ce n'est qu'en s'asseyant soi-même que par un truc ingénieux on en comprend tout le système. Donnez-vous la peine de vous asseoir, mon bon ami, mon bon ami, mon bon ami, vous allez voir. Donnez-vous la peine de vous asseoir, mon bon ami, mon bon ami, mon bon ami, vous allez voir. Au XVIIIe siècle, la France applaudit les troupes de comédiens italiens qui mettent en musique la Commedia dell'arte et triomphent dans toute l'Europe. Une vive polémique oppose alors les partisans de l'opéra comique français à ceux de l'opéra bouffe italien. C'est la fameuse querelle des bouffons, dans laquelle la musique sert de paravent aux oppositions politiques. Au XIXe siècle, une nouvelle génération de compositeurs va tenter de combiner ces deux influences dans des œuvres qui annoncent directement le style de l'opérette. En fait, à l'origine, c'est quoi l'opérette? C'est l'opéra comique. Le premier à avoir employé le mot opérette, d'ailleurs, c'est Mozart dans un petit opéra comique. Ensuite, vous avez des musiciens français, un peu oubliés aujourd'hui, mais considérés à l'époque comme de grands musiciens classiques, au même titre que Weber, que Beethoven, que Mozart, qui sont Boieldieu d'abord. Or, Boieldieu écrit vraiment des opérettes. Ça s'appelle opéra comique, mais c'est véritablement des opérettes. Et puis vous avez surtout Adolphe Adam, qui est un merveilleux musicien, très délicat, très ingénieux, qui a écrit Le Postillon de Longjumeau et surtout une magnifique opéra comique qui s'appelle Le Toréador. C'est en vérité des opérettes, mais considérées comme classiques, parce que ça s'est joué à l'opéra comique. Donc c'était considéré comme une œuvre classique. Et arrive alors d'abord Hervé et Offenbach, qui y mettent un peu plus de burlesque. Offenbach a joué tout le répertoire d'opéra français après son arrivée à Paris lorsqu'il débutait comme violoncelliste dans la fosse d'orchestre de l'opéra comique. Toute sa vie, il montrera une ambition d'artiste complet en alternant les compositions excentriques et les œuvres émouvantes comme les contes d'Hoffmann ou même certains passages de la Péricole ou de la Belle Hélène. Moi, sur Offenbach, j'ai envie de dire que c'est un musicien très poétique. Et de sa poésie naît la drôlerie. Et je dis pas qu'il doit toujours être poétique, ça dépend un peu des ouvrages, mais c'est vrai qu'il y a une atmosphère. En jouant l'année dernière à la suite Belle Hélène et Orphée aux Enfers, c'est vrai que j'avais l'impression d'être dans deux mondes quand même très différents. Avec, naturellement, c'est le même compositeur, ça a été écrit à quelques années d'intervalle. En ce moment, je suis en train de préparer les contes d'Hoffmann, que je dois faire dans un an, donc il y a des problèmes de texte, de version absolument considérables. C'est vrai que c'est incroyable de voir la différence de composition et d'atmosphère, et pourtant on sent toujours la poésie de ce bonhomme. Offenbach utilise visiblement tantôt opérette, tantôt opéra bouffe, tantôt opérette bouffe, etc. Il a toute une série de noms. Rares sont les cas où il utilise le mot opérette. Donc, il a dit lui-même que son but
en ouvrant les bouffes parisiens, son but en produisant ses ouvrages était de retourner au genre primitif et vrai tel qu'il était pratiqué dans l'opéra comique français du siècle précédent. Quel plaisir trouves-tu cascader en vertu. Dis-moi plus, quel plaisir trouves-tu En 1853, Offenbach organise un concours d'opérette afin de découvrir de nouveaux compositeurs. Les deux gagnants ex aequo sont Georges Bizet et Charles Lecoq, qui deviendra le roi de l'opérette parisienne avec La fille de Madame Angot. Léo Delibes, grand compositeur français de ballet et d'opéra comique, débute lui aussi dans l'opérette, puis rejoint Offenbach dont il sera le fidèle disciple pendant une dizaine d'années. Également doué pour ce genre, Emmanuel Chabrier compose en 1878 l'Étoile. Jamais un musicien n'avait mis autant de recherche harmonique, de raffinement, d'orchestration dans une opérette, prouvant qu'on peut aimer à la fois Wagner et Offenbach. Chabrier, je crois qu'il a dit qu'il n'y a pas de petite musique, il n'y a que de petites façons de la faire, et que chaque forme musicale, pour peu qu'elle soit authentique, peut générer du rêve, de l'évasion, nourrir l'imaginaire et donner des sensations que ceux qui ne les ont jamais éprouvées ne peuvent pas imaginer. Surtout, n'oublions pas nos rôles. Il s'agit d'être sûr qu'on se rappelle la parole pour dépister les riches. Il s'agit d'être insidieux pour dépister les riches. Ce que je savais de Chabrier, c'était que c'était un copain de Verlaine, puisque je suis quand même un grand fanat de poésie du 19e, et qu'ils avaient essayé ensemble de faire une opérette, hein, dont il reste que quelques petites ébauches, hein, mais par exemple que les couplets du Pal, les fameux couplets du Pal de l'Étoile, avaient été ébauchés par Verlaine, puis après bien édulcorés par les successeurs. Mais ce qui était étonnant, et moi ce qui m'avait fasciné quand je l'ai travaillé, cette partition, c'était de voir à quel point la musique était sérieusement traitée pour que l'effet comique soit maximal. C'était vraiment, par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'entendre en opérette, quelque chose de l'ordre de l'ovni. Mais l'opérette des débuts attire également nombre de musiciens issus plutôt du monde du cabaret, de la chanson, voire des marches militaires. Ils n'ont qu'un embryon de métier musical, mais un joli sens de la romance et du théâtre qui transforme l'opérette en petit opéra populaire. Beaucoup de ceux qu'on présente de façon un petit peu condescendante en disant oui, ce sont des épigones d'Offenbach, ont quand même été des musiciens et qui avaient énormément de possibilités. Je sais bien que Planquette n'a probablement pas orchestré lui-même la majeure partie de ses ouvrages et que par conséquent, avec Loge de Corneville, ça a été un succès parce qu'il avait
un don musical incontestable, mais que probablement derrière lui d'autres musiciens plus sérieux faisaient le travail qu'Offenbach faisait lui-même. Ce qui n'empêche pas que Planquette, au fil des années, jusqu'à la fin de sa carrière, il écrit de mieux en mieux, et que les ouvrages de la fin de sa carrière qui n'ont pas été conservés comme les cloches de Corneville, ce sont des ouvrages extrêmement bien écrits. Dans une pomme, depuis le premier homme, tout le monde en convient, et c'est de là que le cidre nous vient. Vive cette Normandie, rien ne fait sauter comme ça, et c'était des années-là, guéris de maladie. Vive cette Normandie, rien ne fait sauter comme ça, vive cette Normandie, rien ne fait comme ça. Louis Varnet, l'immortel auteur des Mousquetaires au couvent, a grandi dans le milieu du théâtre. Son sens de l'efficacité dramatique, de la scène et de l'intrigue explique son succès, davantage sans doute que la recherche musicale proprement dite. Pour faire un brave mousquetaire, il faut avoir l'esprit joyeux, bon cœur et mauvais caractère, se bien battre et boire encore mieux. Et pour fuir toute folle ivresse, où se perdrait notre raison, comme on change de garnison, il sied de changer de maîtresse. Oui, l'abbé, c'est cela, se conduire en vrai mousquetaire. À nous les fois de nuit d'ivresse, vin généreux, cœur sans façon, à nous plaisir, gloire et maîtresse. Vive l'amour, et les chansons. À partir de la Troisième République, ça devient quelque chose de tout à fait différent. La France a été meurtrie, ensanglantée par cette guerre franco-prussienne. Le public ne veut plus des parodies du pouvoir parce qu'il a pu constater qu'effectivement le pouvoir n'était pas en état de défendre la France. Par conséquent, on se réfugie. C'est plutôt ça que l'on fait. Le public cherche quelque chose où il ne faut pas trop réfléchir, qui soit aussi relativement démocratique, où il ne faut pas des voix absolument sensationnelles. Certains compositeurs vont s'efforcer de jeter des ponts entre le monde de la chanson légère, les romances populaires et les partitions les plus savantes. C'est le cas tout particulièrement d'André Messager. Ami intime de Saint-Saëns et de Fauré, il est de son vivant l'un des chefs d'orchestre les plus recherchés dans le monde et dirige successivement l'Opéra Comique, l'Opéra de Paris, l'Opéra de Covent Garden à Londres. Quand il ne tient pas la baguette, Messager aime écrire des œuvres légères intitulées Les Petites Michues, Monsieur Beaucaire ou Coup de roulis. Mais c'est peut-être dans Véronique, créée au théâtre des Bouffes parisiens, qu'il a donné l'essentiel de son art. Une histoire d'amour entre Paris et banlieue, où les recherches orchestrales discrètes sont mises au service de mélodies toujours raffinées. Je voudrais un huis clos interroger la marguerite. De ci, de là, quin, va choquer, va trottir, va petit va, de ci, de là, quin, le petit de ci, de là, quin, va choquer, va trottir, va petit va, de ci, de là, quin, le petit C'est étonnant finalement quand même que, oui, un compositeur de musique légère ait été aussi le chef d'orchestre créateur de l'œuvre la plus, enfin pour moi la plus emblématique du XXe siècle, Péléas et Mélisande. Et j'ai vu le manuscrit de Debussy annoté par Messager. En étudiant l'œuvre, j'ai écouté un petit peu de sa musique et c'est vrai que je me disais quelque part c'est étonnant parce que c'est un monde effectivement de musique légère mais extrêmement raffiné. On entend quelque part aussi le frémissement de la musique de Debussy. Donnez-moi la main que je vous dirige. Allez, nuages, viens voiler mes
premier voyage. Je chantais, je pâlis, je chantais, je pâlis. Ce n'est rien, mademoiselle, ce n'est rien, mademoiselle, ce n'est rien, ce n'est rien. C'est un coup de roulis. Audran, Louis Gann, certainement un messager, sont quand même des musiciens qui auraient mérité beaucoup plus et qui malheureusement ont été un peu emportés par le torrent de dépréciation qui a entouré le terme d'opérette à partir de la Première Guerre mondiale. À la fin du XIXe siècle, le café-concert connaît un grand essor au point de détrôner l'opérette traditionnelle. Les artistes d'avant-garde fréquentent le Chat Noir, le Divan japonais ou l'Eldorado. Yvette Guilbert fait sensation chez les intellectuels en décrivant dans ses chansons la comédie humaine des années 1900. Marcel Proust fréquente les concerts Mayol en compagnie de son ami Reynaldo Hahn. C'est la danse nouvelle, mademoiselle, prenez un air canaille, tendrez la taille. Reynaldo Hahn est l'archétype du compositeur savant et subtil, passionné par l'opérette. Toute sa vie, il conservera une vénération pour les chanteurs populaires, auxquels il consacre des pages enthousiastes dans ses articles et dans ses livres. À ses yeux, les chanteurs Paulin et Teresa possèdent un sens de la diction, de l'expression musicale, dont les artistes d'opéra feraient bien de s'inspirer. En 1933, Hahn écrit pour la toute jeune Arletty « Ô mon bel inconnu » sur un livret de Sacha Guitry. Ça ne veut rien dire. J'ai le corps un peu vadrouille. Pour l'occasion, Reynaldo Hahn enregistre en duo avec Arletty une face de 78 ans. Entendu ma chanson? Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Faut une chose. Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Faut d'abord être amoureux. Faut d'abord être amoureux. Mais quand on est amoureux, faut deux choses. Mais quand on est amoureux, Faut deux choses pour être heureux. J'étais à Caracas cette année et il y a un petit musée où il y a des vitrines intéressantes et il y a en particulier une carte postale du festival de Salzbourg de 1912 sur lequel on voit les 4 chefs d'orchestre. Les 4 chefs d'orchestre, c'est Gustav Mahler, Richard Strauss, Félix Mottel et Reynaldo Hahn. Parce que Reynaldo Hahn, il dirigeait Don Juan à Salzbourg et ça a été le premier à diriger Don Juan à Salzbourg. Et on a oublié parce que bon, il est devenu une sorte d'emblème de la musique dite légère, d'une certaine société parisienne, proustienne, décadente. Mais les opérettes de Reynaldo Hahn, que ce soit Mozart avec le livret de Guitry qui est magnifique, Ciboulette évidemment, c'est de la très très haute qualité. Nous avons fait un beau voyage, Nous avons fait un beau voyage. nous arrêtant à tous les pas, Nous arrêtons à tous les pas. vivant d'ici dans chaque village, Vivons d'ici dans chaque village. cueillant dans les clos des lilas, cueillant dans les clos des lilas, Nous avons rencontré des traîneaux emphatiques, des lapins prolifiques. des chapeaux vieux garçons, Nous avons rencontré des oies très distinguées. des poules intriguées et des cœurs de pinsons. Nous avons rencontré monsieur le maire et le curé. La mercière et son frère, receveur et sa sœur. Nous avons fait un beau voyage. Nous avons fait un beau voyage. C'est le premier jour du printemps. Les oiseaux se mettent en ménage. Chacun voudrait en faire autant. Dans les années 1920-1930, les scènes de comédie musicale accueillent des compositeurs de chansons comme le jeune Raoul Moretti, mais aussi des artistes plus ambitieux comme Maurice Yvain. L'amalgame du jazz et de ses mélodies d'Europe centrale a fait naître la comédie musicale américaine. Et la comédie musicale française, créée par Albert Wilmès, Maurice Yvain, Christine Moretti, tous ces musiciens-là, à une moindre échelle, à l'échelle française, est née de l'apport du rythme. Tout d'un coup, on n'a plus chanté l'opérette, on l'a dansé. Maurice Yvain est peut-être le compositeur d'opérette le plus intéressant de cette époque. Fils d'un instrumentiste de l'opéra comique, pianiste virtuose, il s'est rapidement lié d'amitié avec le parolier Albert Wilmès et le chanteur Maurice Chevalier. Ensemble, ils connaissent leur premier succès dans les revues du Casino de Paris après la Première Guerre mondiale, puis ils se tournent vers l'opérette. Nourri de jazz et de musique moderne, il y a Maurice Yvain. Maurice Yvain, qui en plus a un humour formidable, servi par Chevalier et par d'autres, qui a écrit Ta bouche, pense sur ta bouche là-haut, avec aussi des airs. Bon, par exemple, dans là-haut, il y a un air extraordinaire d'ailleurs, qui est
Y a-t-il des lavabos là-haut? Parce que là-haut, c'est le paradis. C'est un type qui va aller au paradis et qui en revient, d'ailleurs. Je ne raconte pas l'histoire. Mais il y a cette air. Y a-t-il des lavabos là-haut? Y a-t-il le paello là-haut? Bon. Mais il y a deux airs formidables. Il y en a un qui est si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. C'est de là que vient l'expression. Et il y a un air formidable qui est... Il y a une fille qui s'appelle Anna et qui est très timide. Alors il y a un air où il dit Hosanna, Hosanna, Osa, Osa, Osa un peu, qui est vraiment également très très très... Enfin il y a beaucoup d'airs extrêmement drôles et musique à la Offenbach, c'est-à-dire à la fois les paroles, l'humour du contenu et la musique, la drôlerie de la musique. Et en plus c'est un musicien dont la science est telle qu'il réussit des ensembles, quatuor, quintette, septuor, qui dans un genre très différent des ensembles de Verdi, à mon avis, les vaut, au moins par l'humour. Dépêchons-nous, je vous emmène. Pourquoi partez-vous si vite? Parce que... Et dites-moi la raison dite. Parce que... Une raison, une toute petite. Parce que... Soit j'y permets que je lui dise un petit peu. Pourquoi partez-vous si vite? Parce que... Dites-nous la raison dite. Parce que... Puisqu'elle le désire, eh bien je vais le dire. Eh bien c'est mon Dieu parce que... Il faut qu'elle lui dise à elle, il faut que je remonte au ciel. Laisse-moi partir aussi, femme doit suivre son mari. Oh, n'ayez pas la mine humaine, si je quittais, j'aurais trop de peur. Je vous emmène. Et moi sans ma cousine Germaine, que voulez-vous que je devienne? Je vous emmène. Et moi la peau de Toulousaine, je n'ai plus qu'à me jeter dans la Seine. Je vous emmène. Nous ne sommes qu'une demi-douzaine, faites-nous profiter de l'aubaine. Je vous emmène. Dans les années 50, la fabrication en série se répand dans toute l'Europe. La musique légère elle-même intègre désormais le principe de division du travail. Les opérettes à grand succès ne sont plus des œuvres de compositeurs, mais des œuvres d'équipe. Le Châtelet de cette époque est une véritable usine à spectacle où Francis Lopez trouve les mélodies, tandis que Paul Bono les orchestre. Pour le Prince de Madrid, Paul Bono, l'orchestrateur, fait répéter les chœurs. Mais c'est Jean-Claude Casadesus, le 4e chef d'orchestre et le 90e artiste de la célèbre famille, qui dirige l'opérette. Chaque soir, Mariano enfile son habit de lumière, oubliant les milliers d'heures de répétition. Ma princesse d'une nuit, s'il est vrai que je suis... Des souvenirs extraordinaires au Châtelet, c'était Luis Mariano. Je dis bien Luis Mariano avant même le compositeur, parce que c'est lui, je pense, qui provoquait les opérettes. Et chanteur de Mexico, après Purno Carlos avec Guettari, après Méditerranée, Tino Rossi. Pour pas mal de gens, l'opérette s'identifie à l'opérette de Francis Lopez, parce que c'est le genre qui, après la guerre, dans les années 50, a été particulièrement... qui a connu son grand moment de gloire dans les années 50, 60, etc. Surtout grâce d'ailleurs à la présence d'un interprète exceptionnel qui était Luis Mariano. Mais donc ça a donné, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que l'opérette de Francis Lopez, dans cette période-là, a un petit peu étouffé le reste du répertoire. Avec les triomphes du grand spectacle, le compositeur d'opérette s'efface au profit du metteur en scène. Quelques années plus tard, les opéras rock fonctionneront également selon le principe du travail d'équipe, caractéristique de la musique de variété. Aujourd'hui, certains spectacles à grand succès portent encore le nom de comédie musicale, mais ce ne sont souvent que des suites de chansons. Le métier de compositeur d'opérette à part entière a quasiment disparu. Il n'y a pas de différence entre la comédie musicale et l'opérette. C'est la continuité de l'opérette. Irma la Douce a été écrit en 1950-52 par Bréfort et Monod, admirables compositeurs. Eh bien, c'est un véritable petit bijou. Mais au fil des années, on a écrit de moins en moins de comédies musicales.
et plus du tout d'opérette parce qu'il n'y avait pas de marché. Et donc, j'espère à terme à l'Opéra Comique pouvoir passer commande d'opéra bouffe contemporain ou de comédie musicale pour que renaissent des œuvres comme Irma la Douce qui sont un pur joyau. Suivez la file, hein. Elle a des yeux, elle a ses cheveux, un tour de main, et surhumain, et ronfle à la Milo. Casse-toi, le Et du mordant, à sous les dents, et des coups de rein, et dans le bassin, et du mordant, à sous les dents, et des coups de rein, et dans le bassin. À quel plaisir de savoir ce que ça coûte, à quel plaisir de pouvoir se l'offrir. Avec Abel, il va se compris. Avec Abel, il va se compris.